Bonjour à tous, je suis Franck Sebag et je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode de notre podcast qui cherche à mieux comprendre comment se construisent les plus belles histoires de la French Tech. Si nous nous intéressons à ces histoires, c'est qu'elles ne sont pas le fruit du hasard, elles naissent d'une alchimie complexe où se mêlent des idées, de la chance, du courage et du talent. Ce sont des aventures humaines où le sentier passe parfois par des hauts, parfois par des bas et où les sommets s'atteignent en équipe. Toutes sont uniques et toutes sont riches d'enseignements. Ce qui m'intéresse plus particulièrement ici, c'est de comprendre avec vous comment se crée cette alchimie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Arthur Waller, cofondateur de Penny Lane, une entreprise qui révolutionne la gestion financière des entreprises grâce à un logiciel innovant. Penny Lane propose une solution complète qui réunit logiciels de production pour les exportables et outils de gestion pour les dirigeants. Lancé en 2000, Penny Lane accompagne déjà plusieurs milliers de cabinets d'expertise comptable et plus de 80 000 dirigeants d'entreprises dans leur quotidien. Je suis sûr que ce chiffre a déjà évolué, comme d'habitude. Quelles ont été les principales étapes du parcours entrepreneurial d'Arthur ? Comment Penny Lane parvient à simplifier la gestion financière des entreprises tout en renforçant la collaboration avec les experts comptables ? Et quelle est la vision d'Arthur concernant l'avenir de Penny Lane ? Nous explorerons ces questions avec Arthur Waller au cours de cet épisode. Vous écoutez Grow Fast Now What, le podcast qui donne de la voix aux acteurs de la French Tech. Bonjour Arthur. Bonjour Franck, merci beaucoup de m'accueillir. Très heureux de te retrouver. Pour commencer ce podcast, pour les gens qui auraient raté un peu l'histoire, j'ai raccourci un petit peu le pitch, mais je suis sûr que ton pitch en 30 secondes de ce qu'est aujourd'hui Penny Lane sera encore plus percutant. Si tu nous rappelles en fait aujourd'hui la proposition de valeur de Penny Lane. Outil tout en un, comme tu l'as dit, qui permet d'un côté de tenir sa compta. Alors soit si tu es une TPE, c'est ton cabinet d'expertise comptable qui va tenir ta compta et faire la révision, enfin faire tout de A à Z. Si tu es une PME, peut-être qu'il y aura un comptable en interne et un cabinet qui fera la révision et les déclarations. Donc ça, c'est côté compta. Et de l'autre côté, toute la partie gestion. Donc gérer tes achats, gérer tes ventes, avoir un compte pro, gérer ton budget, ta trésorerie. Et le but, c'est que les deux, on ait une source de vérité unique finance-compta. Et donc qu'on réunisse ces deux trucs sur une même plateforme. Un peu comme, je sais pas moi, HubSpot a pu le faire avec de la donnée sales et de la donnée marketing, par exemple, et de le démocratiser. Aujourd'hui, une grosse boîte, elle a un ERP, mais la TPE, PME, elle n'a pas un ERP. Donc, c'est un peu comment on démocratise ça pour les petites, moyennes entreprises. Top. Nous, on s'est rencontrés il y a un peu plus de 10 ans, et donc c'est toujours intéressant de regarder comment, en fait, se crée ce type d'histoire. Donc, Penny Lane n'est pas ta première entreprise. Et donc, raconte-nous peut-être comment tu as fait émerger cette idée et donc, justement, après tes études, ce que tu as fait pour nous raconter un peu ton histoire entrepreneuriale. Ça marche. Rapidement, du coup, à l'issue de nos études, avec des amis de fac et de lycée, on a créé une première société qui s'appelait Price Match, qui était un éditeur SaaS de yield management ou revenu management pour les hôtels. Ça, c'était en 2012. Première société qu'on a bootstrappée au début, levé un seed avec Partech à l'époque et qu'on a revendu en 2015, 3 ans plus tard, à Booking.com. On a passé 3 ans au siège de Booking à Amsterdam avec mes associés, où on a fait vraiment nos classes, on va dire, tech produits, puisque Booking, pour rappel, c'est le plus gros acteur e-commerce européen. Nous, à l'époque, 2015 à 2018, c'était à peu près 2000 développeurs, ainsi que à peu près 200 product managers. Donc, on a appris là-bas à gérer des grosses équipes tech, produits, data, design. Et à l'issue de notre earn-out 3 ans chez Booking, on prend une petite pause et on se dit qu'on a envie de remonter une boîte ensemble. Et c'est là qu'a germé l'idée de Penny Lane. Donc là, intéressant de voir aussi que première boîte, expérience dans un grand groupe qui est assez structurante finalement. C'est assez intéressant d'ailleurs de rappeler que dans les grands groupes, c'est toujours intéressant de voir à quel point ils structurent, comment ils gèrent en fait la masse, le volume. Donc ça, je pense qu'aujourd'hui, avec le scale que vous avez fait sur Penny Lane, ça va être assez utile. À la fois, ce qu'on a appris et aussi la culture. Moi, ouais. Là, j'ai accueilli récemment la nouvelle promo de Penny Lane du mois. À chaque fois, je leur dis 80% de la culture Penny Lane, elle est inspirée de la culture Booking. Quoi. Top. Et du coup, alors, quand vous avez cette pause, vous cherchez une idée, comment vous tombez sur le... Parce qu'à la base, en fait, vos formations, donc Price Match, on n'est plus dans du yield, donc on est quand même un peu déjà dans de la fintech, mais... On est plus dans du SaaS, hein. C'était un vrai SaaS. Et IA. Et IA, ouais. Puisque c'était des algos, surtout de prédiction de demande. Et alors, en fait, la première boîte, on voulait juste monter une boîte. Ouais. On s'est dit, qu'est-ce qu'on sait faire ? On sait faire des algos. C'est ça que moi, j'avais étudié, par exemple. Et du coup, on s'est dit, c'est cool, on va faire des algos pour les hôtels. On a été voir les hôtels, on leur a dit, ce serait pas trop beau si on faisait des algos pour prédire la demande et recommander les prix. Forcément, ils ont dit oui. Mais on n'est pas parti de leurs besoins. C'est plutôt, on a essayé de valider que notre idée, elle était bien.
Et du coup, une des grosses frustrations de la première boîte, c'était que peut-être 70% des hôtels à qui on faisait une démo de Price Match, ils nous disaient « J'adore ton produit, mais moi aujourd'hui, mes prix, je les fais sur Excel, c'est gratuit. Toi, tu me demandes de payer 200 € par mois, j'ai pas envie. » Et donc, on était très frustrés de ça. Et du coup, pour la deuxième boîte, on s'est fixé un peu des critères. On a essayé d'être beaucoup plus rigoureux dans la phase d'idéation. Et donc, on s'était mis 3 critères. C'était un gros marché, parce qu'on sait que c'est la dernière boîte de notre vie. On va pas, ou en tout cas boîte dans le sens startup tech. Ouais. C'est une débauche d'énergie folle. Donc, on veut que ce soit un marché où on puisse ne pas s'ennuyer pendant les 20 ans à venir, quoi. Donc ça, c'était gros marché. Un marché où la tech fasse la différence parce que c'est ce qu'on sait faire, ce qu'on a appris à faire chez Booking. Et idéalement, un marché de remplacement. C'était en réaction avec la première boîte. Donc on s'est dit, on veut enlever l'incertitude du fait que les gens sont prêts à payer pour ce qu'on va faire. D'accord. Donc on s'est dit, on veut que les gens ils payent déjà pour du logiciel. Et nous, il faut qu'on vienne et qu'on fasse mieux que ce qu'ils ont déjà. Mais au moins, ils seront prêts à payer puisqu'ils payent déjà, quoi. Et donc, partant de ces 3 critères-là, on a été voir des dirigeants d'entreprises autour de nous en leur demandant quels sont tes problèmes, comment on peut t'aider. Et là est venu le sujet compta pilotage financier. Et on s'est dit, il y a un truc à faire, mais on ne sait pas vraiment le qualifier. Moi, je me suis entretenu avec à peu près 120 dirigeants d'entreprise en 2019. J'avais rien à leur vendre, donc c'était vraiment comment tu fais ton admin, comment tu fais ta compta, comment tu as choisi ton expert comptable, combien tu payes, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui peut être amélioré. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils m'ont à peu près tous répondu la même chose, qui était « J'adore mon comptable, c'est mon médecin de famille, t'y touches pas, tu l'automatises pas, tu le robotises pas. En revanche, j'aimerais collaborer de façon plus efficace avec lui ou avec elle et j'aimerais avoir une vue 360 de mes finances. » Et du coup, quand j'ai creusé, j'ai compris qu'en fait, aujourd'hui, si t'es une TPE, alors si on prend un restaurant, Ouais. t'as tes ventes. Si tu veux voir tes ventes, tu vas sur ta caisse. Ouais, la caisse, ouais. Tes achats, tu vas dans ta boîte à chaussures avec tes factures d'achat. Ta trésor, tu te connectes. Ta trésor, tu te connectes dans tes extranets bancaires. Ton BP sur Excel. Et puis ton expert comptable sur son outil de prod, c'est Git, Sage. Et en fait, pour avoir une vue consolidée de tes finances, déjà, c'est pénible. C'est quasi impossible. Et puis en plus, tu as la désagréable sensation que le travail est fait en double. Parce que toi, tu fais ta gestion. Ensuite, tu envoies à ton comptable. Ton comptable, il va, pour faire la compta, devoir rematcher des flux que toi, tu as déjà plus ou moins traités. Et donc, toute la vision de Penny Lane, c'est comment on fait pour ramener sur une seule et même plateforme le comptable et le non comptable, gestionnaire, dirigeant, pour que quand l'un travaille, ça bosse pour l'autre, et vice-versa, et que chacun ait en permanence une vue des finances ou de la compta à jour, en essayant d'automatiser les tâches à faible valeur ajoutée et en essayant d'avoir faire que la donnée comptable elle puisse servir à piloter ton entreprise et pas juste à faire du réglementaire pour l'administration fiscale, quoi. Donc la vision était assez claire. Pour autant, la théorie Blue Ocean Strategy, où dans un milieu hyper concurrentiel, il faut trouver un océan bleu, il y a quand même le sujet de se dire, on arrive dans un marché qui est quand même, certes, il y a de l'argent, parce qu'il y a des boîtes de logiciels. Donc il y avait quand même la question de la disruption, même si c'est un mot un peu usé, mais quand même, il faut arriver avec une autre proposition. Donc votre proposition, c'est de réconcilier des mondes qui se parlaient pas pour avoir un outil unifié. Dans la stratégie, au départ, vous testez une première hypothèse, c'est d'essayer d'être vous-même, d'être l'intermédiaire, mais ça n'a pas duré très longtemps. À un moment donné, vous pensiez pouvoir être le réceptacle. Le but, c'était, on n'a jamais voulu être un c'est pour cabinet d'experts comptables. Ouais, c'était pour tester notre pire cauchemar, c'était en fait, pour qu'un cabinet, pour arriver au niveau où ton logiciel il est utilisable par un cabinet, il y a du boulot, quoi. Ouais. Parce que les logiciels existants, c'est Git, Sage, ACD, ils ont beau être vieillissants, ils sont très 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 complets. Et donc nous, notre pire cauchemar, c'était de construire un outil pendant 4 ans dans notre garage, sortir du garage et que personne ne veuille l'utiliser. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'un de mes associés cofondateurs, et Alexandre, il est expert comptable, il venait de monter son câble, donc il avait une 50aine de dossiers. Donc en fait, on a utilisé son cabinet comme un lab. Donc on a embauché quelques collabs pour que eux, ils puissent tout de suite tenir la compta. Ils savaient que l'outil n'était pas mûr, mais au moins, du coup, nos product managers, nos développeurs, ils avaient tout de suite le retour. Des retours de ce qui marchait. Donc c'était du testing live d'une solution qui était en co-construction et qui pourrait le mieux en fait répondre aux besoins des utilisateurs demain, quoi. Et en gros, on a codé pendant 8 mois pour avoir un squelette d'outils comptables. On a opéré ce cabinet lab pendant 8 mois de plus. Et au bout de 16 mois, pour la première fois, tu as un cabinet, d'ailleurs que tu connais, Grégoire Proust d'Impulsa, qui vient nous voir et qui nous dit votre truc, c'est encore très 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 loin d'être Git Sage, mais en revanche, vous avancez vite, c'est prometteur. En vrai, moi, je suis prêt à mettre un premier dossier dessus. Et donc là, nous, on se dit, OK, c'est bon, on sort de notre garage. Là, on a arrêté
ce cabinet Lab. On a continué de l'opérer pendant encore 8 mois. On a vendu ensuite un cabinet. Mais on a arrêté de prendre des dossiers et on a commencé à équiper des cabinets avec notre logiciel, qui était la stratégie depuis le début. Donc là, on a parlé de la création janvier 2020, il me semble, c'est ça, de Penny Lane. Immatriculation, première ligne de code septembre 2019 et IMAT en janvier 2020. Première levée, 4 millions en 2020. Et donc, la première signature du cabinet, ses premiers milestones, ça c'est quand ? Fin 2020. Fin 2020, d'accord. Ce qui est intéressant, c'est... tout à l'heure, je parlais des 80 000. Alors aujourd'hui, vous êtes à combien de... 150. 150, oui. Donc, je sais bien. On double, vous doublez. C'est quoi ? C'est un taux de croissance de combien Alors, en 2022, on a fait x7. En 2023, on est passé de 30 à x4. Ouais. Et cette année, on va faire x2,5, x3. Ce qui est intéressant dans le scale, c'est qu'une fois que le produit il est débugué, vous avez un premier petit cabinet, après un cabinet moyen, de ce que tu me racontais, ce que j'ai vu. Alors, tout d'abord, tu as un premier cabinet qui dit « je mets un premier dossier ouais. ». Ça, c'est après 16 mois. Ouais. Après 24 mois, tu as un premier petit cabinet early adopter qui dit « je mets tout mon cabinet, tout mon portefeuille ». 36 mois, un autre, quelqu'un que tu connais également, un ancien. On citera pas. Voilà, non, mais Laurent Lamoureux, ouais. Qui dit je mets tout mon gros cabinet, ouais. mais aussi early adopter. Et 48 mois pour avoir un premier gros cabinet, encore un ancien DIY, Laurent Lamoureux, qui met du coup tout son portefeuille d'un gros cabinet plus traditionnel, ouais. Donc BDO, qui bascule tout son parc. Ce qui m'intéresse aussi par rapport à cette histoire, c'est l'equity story. Alors évidemment, là, on est dans un podcast French Tech, donc du coup, on a l'habitude de ces equity stories avec des montants qui sont hyper importants, statut licorne, même si c'est pas un sujet particulier. Moi, ce qui m'a interpellé dans l'histoire Penny Lane, c'est la capacité à aller chercher des investisseurs en dehors du sérail de la French Tech, notamment. Alors, vous avez plein d'investisseurs prestigieux, mais je m'arrêterai 2 secondes en fait sur Sequoia, qui est quand même, quand on travaille dans le secteur de la tech, Sequoia, c'est quand même le must, c'est quand même l'investisseur emblématique. Moi, j'avais été les rencontrer dans la Silicon Valley et ils disaient non mais l'Europe, no way quoi. Et la France microscopique, peut-être qu'il y a quelque chose, mais ça sera voilà. Attirer un investisseur de cette qualité-là, ça vient comment ? Quelle est en fait l'histoire ? Quels sont les dessous de cette rencontre qui a changé, je pense aussi, la vision et l'accélération ? Alors, donc Sequoia, donc, comme tu disais, à la base américain, ouais. Ils ont ouvert une activité en Europe spécifique, donc dirigée par Luciana, depuis Londres. Et donc ça, c'était 6 mois à peu près avant qu'elle investisse chez nous. Et donc, nous, fin 2020, on lève une série A avec un fonds qui s'appelle Edosofia, spécialisé ouais. FinTech. D'ailleurs, à l'époque, pas mal de mal à lever, puisque, comme tu le dis, nous, on va voir tous les fonds en disant, regardez, on a montré qu'avec notre lab cabinet, les boîtes, elles adhèrent à la valeur j'ai un cabinet et j'ai une plateforme. Et tous les fonds nous disent, ouais, c'est super, t'as une super traction, mais qui me dit que tu vas réussir à basculer en ouais. SaaS Et nous, on leur dit, mais c'est prévu depuis le début. Donc, Edosofia est un des rares à nous faire confiance à l'époque. Et en fait, 3-4 mois plus tard, Luciana vient me voir et me dit moi, je lance Sequoia en Europe et j'ai une thèse. Donc, on n'était pas en levée de fonds. Et elle dit, j'ai une thèse, c'est qu'aux États-Unis, il y a une boîte qui s'appelle Intuit, QuickBooks, qui a réussi à être le Financial Operating System, donc l'OS financier des TPE, PME. Et il n'y a personne qui a réussi à le faire en Europe. Et du coup, j'essaie de comprendre qui va être l'operating system financier des TPE, PME en Europe. Sachant qu'ils ont essayé de venir en Europe, mais ça n'a pas... Sans succès. Ouais. Sans succès ouais. Et donc, donc elle arrive, elle avait écrit en fait un paper d'une 20aine de pages sur « Je cherche le futur operating system financier des TPE, PME européennes ». Ces 2 grandes questions à elle, c'était pourquoi toi et pourquoi c'est pas QuickBooks ou Xero, ouais. les anglo-saxons qui vont réussir à venir en Europe. Et sa deuxième question, c'était par où faut rentrer ? Est-ce qu'il faut rentrer en étant une néobanque ou est-ce qu'il faut rentrer en étant un outil comptable ? Et du coup, nous, on l'a convaincu qu'on avait un avantage versus QuickBooks Xero parce que la compta européenne, elle est compliquée. Ouais. Et du coup, il y a une sorte de barrière à l'entrée naturelle autour de l'Europe continentale. Et nous, on l'a convaincu que être partenaire de l'expert comptable, c'était plus puissant en termes d'acquisition client à terme que de mettre ses sous chez Google, comme peuvent le faire les néobanques comme Conto, par exemple. Que c'est peut-être plus loin à mettre en route, mais que par contre, tu vas vraiment savoir aller toucher tout le tissu économique des TPE, PME. Là où, quand tu fais de l'acquisition en ligne, d'une part, les coûts marginaux vont être quand même assez croissants et tu vas toucher
une certaine frange seulement de la population, quoi. Ouais, donc ça nous fait un bon lien sur la compétition. On l'a évoqué. Ce monde de la finance d'entreprise, en tout cas le directeur financier, l'entrepreneur, lui, il a pléthore aujourd'hui d'outils. On a d'un côté les néobanques ou les banques qui essayent de remonter dans la chaîne de valeur ou redescendre selon l'endroit où on est pour aller toucher en fait le directeur financier et l'aider. On a des plateformes de dépenses, on a des plateformes d'achat, on a des plateformes de dématérialisation. La stratégie que vous avez mise en place, c'est une stratégie qui vise d'abord à offrir une unification en fait des systèmes, comme tu l'as indiqué en intro, et quelque chose d'intéressant pour tout ce qui est TPE. Vous avez une proposition de valeur qui est aussi d'offrir un format bancaire, peut-être. Tu peux nous en parler un petit peu plus. Enfin, la thèse de départ, c'est que la beauté de la compta, c'est que par définition, la compta, c'est la donnée la plus complète. Enfin, pour faire de la compta, tu dois bien avoir tous les flux, toutes les banques, tous les achats, toutes les ventes. Voilà. Donc, on part de ce point-là. Vu qu'on est un outil comptable, on est a priori le ledger de la boîte. Donc, là où tu as toute la donnée financière et comptable de la boîte. Après, notre conviction, c'est qu'une TPE, elle va chercher autant que possible un outil tout en un pour gérer ses achats, ses ventes, son compte pro, sa compta, tout au même endroit. Et elle a un budget limité, je sais pas, 20-30 euros par mois. Et du coup, un outil tout en un, souvent, va être plus économique. Il ne va pas y avoir de soucis de connectivité. Ça va être facile à utiliser, facile à mettre en place, etc. Et pour le coup, sur une PME, plus tu montes sur la taille de société, plus tu as des gens qui sont qualifiés dans la fonction finance. Après, tu as des trésoriers, etc. FP&A, comme tu dis. Plus là, notre rôle va se restreindre de plus en plus tu montes, au rôle d'outil comptable, de ledger. Et on va se brancher avec des outils spécialistes, best in class. Ça peut être Agicap sur la trésor, ça peut être Spendesk sur le spend management. Peut-être que demain, on aura effectivement du Pigment au-dessus de nous pour faire de l'analyse, FP&A ou autre. Voilà. Mais en bas, on est tout en un. Et puis, quand on monte progressivement, on a toujours des trucs à offrir, mais on va souvent être peut-être moins suffisant pour une boîte plus grosse. Et du coup, là, c'est vraiment, on est le ledger avec des API à chaque outil. Et un truc qui m'a pas mal interpellé aussi, donc aujourd'hui, vous êtes combien en effectif? À peu près 300 400, ça va tellement vite, 400. Se pose beaucoup la question de la gestion en fait, des people et du bon modèle organisationnel. Qui est vrai à tous les niveaux et pour tout type d'entreprise où parfois on est plutôt organisé par fonction. Je crois que vous avez eu une bascule de travailler plutôt par marché, parce qu'aujourd'hui vous avez, me semble-t-il, quatre grands marchés. Est-ce que tu peux nous parler de cette bascule et pourquoi en fait vous avez changé votre mode de management? Alors on est effectivement 400 dans la boîte. Ce qui est peut-être marquant ou différent par rapport à d'autres boîtes, c'est sur les 400, tu as plus de la moitié qui sont en R&D. Donc, on a une grosse moitié R&D. On a un quart de la boîte qui est de l'onboarding et du support. Et donc, en fait, on a seulement un quart de la boîte sur tout le reste. Donc, le reste, c'est commercial, marketing, fonction support. Donc, on a des petites équipes commerce, marketing. Le gros, c'est les produits et ce qu'on se dit product-led. C'est-à-dire que les mini-CEO sur chaque produit, ce sont les product managers. Effectivement, au tout début, on avait une organisation par fonctionnalité, par feature. Donc, chaque product manager, il y a un product manager pour l'outil de facturation, product manager pour la partie achat, un autre pour la partie trésor, un autre pour la partie saisie comptable, révision, etc. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on s'est mis à servir des boîtes de plus en plus variées. Aujourd'hui, pour donner une idée, on a des SCI tout en bas du spectre et on monte jusqu'à l'ETI. Donc, notre plus gros client, c'est une société qui fait à peu près 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1400 collaborateurs. Or, les besoins de ces sociétés-là sont très différents. Et surtout, quand tu montes sur des boîtes plus grosses, tu dois coordonner pas mal d'acteurs. Parce qu'il y a le produit, mais il y a aussi la vente, il y a aussi l'onboarding, le support, etc. Et on s'est rendu compte que quand tu commences à grossir, on commençait à avoir des silos chez nous en interne. Et que du coup, les mêmes personnes qui bossaient les personnes qui bossaient sur la même persona, le même segment, se parlaient pas assez. Et donc, effectivement, à un moment, on a basculé vers ce qu'on appelle, nous, des tracks. Et donc, on a effectivement 4 grands tracks. On a tout ce qui est compta, donc qui va servir surtout les cabinets d'expertise comptable, mais aussi des comptables d'entreprise. On a ensuite tout ce qui est petite entreprise. Donc, chez nous, petite entreprise, c'est entre
1 et 10-15 salariés. Tout ce qui est restauration principalement C'est vraiment tout. Hein. Tout, d'accord. Puisque nous, notre acquisition client, elle se fait via les cabinets d'expertise comptable. D'accord, donc c'est la clientèle TPE des cabinets. C'est ça. Donc en fait, un cabinet, par définition, quand tu lui dis c'est quoi ta niche, il te dit 30 km autour de moi. Ouais. Il n'a pas de spécialité par verticale. Non, mais en fait, on aurait pu se dire, on a des cabinets d'expertise qui sont spécialisés en pharmacie, d'autres qui sont spécialisés en restauration. Vous n'avez pas encore cette sous-segmentation, c'est aujourd'hui TPE. Je te prends un gros cabinet qui a récemment migré tout son parc sur Pénilène qui s'appelle Implid à Lyon. Ouais. Il a 12 000 clients dans la région Rhône-Alpes, il a 28 bureaux et dans chaque ville, il a 50% des boîtes. Ouais. Lui, quand on bosse avec lui, on a tout type de boîtes. Quoi. D'accord. Donc ça, sur la TPE. Et ensuite, tu as le segment PME. Donc là, c'est à partir de 20 salariés. Et puis là, tu as des sous-segments dedans. Tu as du 20 à 50, 100 salariés. Puis ensuite, du 100 à 1500. Quoi. Donc ça, c'est le troisième segment, la troisième track. Et tu as un quatrième track qui est le track service financier, qui du coup, lui, va s'adresser à tous les segments d'utilisateurs, mais on va venir vendre un produit assez différent. Tous les autres produits, pour nous, ça va générer du revenu récurrent de souscription. Là où pour le coup, sur la partie service financier, le pari, c'est qu'on va toujours inclure ces services financiers dans l'abonnement et qu'on va se rémunérer sur ces services financiers exclusivement sur les flux. Ouais. Et souvent, les banques ont eu l'intelligence de faire des systèmes où c'est invisible du client, ça ne sort pas de la poche du client. Et donc là, on va se rémunérer sur les dépôts, sur l'interchange, etc. Donc là, tu as des équipes dédiées. Là, c'est le business model des néobanques qui ont backup parfois, qui ne sont pas eux-mêmes banques et qui se rémunèrent sur... nous, c'est la même chose. Donc, on bosse avec Swan, qui est notre partenaire. Et donc là-dessus, c'est en fait d'autres compétences. On s'en est rendu compte. Parce qu'autant nous, notre expertise historique, c'est de shipper des features. Ouais. Pour remplacer Cegid et toute la partie outils de gestion, tu as énormément de fonctionnalités à sortir. Et donc, nous, notre force, c'est qu'on a su sortir énormément de fonctionnalités très rapidement. On a su rattraper ce qu'on fait en 20 ans, en 4-5 ans. Par contre, quand tu parles de néobanque, c'est des expertises très différentes. Quand tu y réfléchis, une banque, il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités. Hein. Tu te connectes, tu peux faire des virements, tu peux voir tes comptes. C'est pas très compliqué. La vraie expertise d'une néobanque, moi, si tu me demandes pourquoi Conto a gagné contre les autres, c'est pas que le produit de Conto est 1000 fois mieux que le produit de Shine ou 1000 fois mieux que le produit de Manager One. C'est qu'ils ont 1000 fois mieux fait la partie acquisition client, qui est en fait quasiment du e-commerce. Tu dois prendre quelqu'un, lui faire un KYC, puis un KYB. C'est un dépôt de capital, c'est encore plus compliqué parce qu'il faut lui faire un dépôt de capital. Ensuite, qu'il mette son cabis. Ensuite, il faut qu'il mette des sous sur son compte. Ensuite, il faut qu'il commande sa première carte, il faut qu'il l'active. En fait, c'est du e-commerce où tu dois optimiser un funnel de conversion. C'est des compétences qu'on n'avait pas vraiment. Et donc, c'est pour ça qu'on est venu créer un track à part qui a un track beaucoup plus e-commerce qui fait de l'activation. Quoi. Ok. Et en fait, dans les 400, tu as beaucoup de salariés de Pénilène qui sont aussi en remote, qui est aussi une particularité. Alors, ça a des avantages sur l'acquisition de talents, je pense, mais ça a aussi un mode de management qui est différencié. On a beaucoup de débats avec les entrepreneurs sur le sujet, sur comment bien gérer une population qui est beaucoup en remote. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments déjà sur l'acquisition de talents et puis la partie comment tu gères une culture d'entreprise dans une entreprise qui a une proportion qui est assez importante de gens remote? Alors, historiquement, nous, ce qu'on a toujours dit, c'était que la R&D, elle serait remote first. Tout simplement parce que les deux cofondateurs tech, quand on a créé Pénilène, ils étaient à Cherbourg et à Lyon. Donc on s'est dit, en vrai, eux-mêmes ne sont pas à Paris, pourquoi on chercherait des gens à Paris? Et donc depuis le tout début, on a embauché des développeurs un peu partout en France. Puis au bout d'un an, on s'est dit, il nous en faut beaucoup des développeurs. Et du coup, on cherche des développeurs expérimentés qui savent faire du Rails et du React. En France, je crois qu'il y en a à peu près 2000. Il y a Doctolib, nous et quelques autres qui se battent pour. On ne pourra pas en embaucher 100, 200 rapidement. Et donc, on a décidé d'aller à l'étranger. Et donc, au bout de un an après le début, on s'est dit n'importe où en Europe. Et par contre, toutes les fonctions non tech, elles étaient historiquement centralisées à Paris. Ça, on est en train d'évoluer, notamment puisque pour les experts comptables, on estime qu'il faut être au plus près d'eux pour les accompagner. Et donc maintenant, on a des commerciaux vraiment un peu dans les 15-20 plus grandes villes françaises, au plus près avec leur voiture pour aller rendre visite aux experts comptables. Sur la partie tech, j'estime qu'aujourd'hui, on s'en sort bien. C'était un peu un saut dans le vide, on ne savait pas comment ça allait se passer. Sachant rappelons que l'hyper-accélération, elle date aussi... le Covid est entre la création et... On a été créé juste avant le confinement. Donc en fait, il y a eu une nécessité absolue, de toutes les manières, d'être hyper agile par rapport à tous ces modèles. Sinon, la boîte s'arrêtait pendant 2 ans et il ne se passait plus rien. Et à l'époque, on ne savait pas que ça allait durer 2 ans d'ailleurs. Et par contre, je pense que ce qu'on a bien fait, c'est d'être remote first.
Ouais. Donc le fait que depuis le tout début, de toute façon, ils étaient remote, les deux cofondateurs tech, ça fait que si tu es développeur et que tu es remote, bah en fait, avec nous, tu sais que t'es pas celui qui exclut des conversations à la machine à café. Dans beaucoup de boîtes, c'est avant tout en présentiel, et puis on prend un peu en remote pour compléter. Et du coup, ceux qui sont en remote, ils ont toujours l'impression d'être un peu exclus. Quand il y a des réunions, tout le monde est en prise physique sauf eux. Ils attendent, les gens attendent pas vers leur micro, etc. Là, comme nous, tout le monde est remote. Bah en fait, ils ont tous la même égalité de chance pour leur carrière. Ils savent que tout est prévu pour le remote. Et comment on gère une culture d'entreprise d'une boîte qui... Parce que, encore une fois, ce débat sur le remote, on l'a eu des dizaines de fois dans ce podcast, avec une évolution avant et après Covid, où pour beaucoup d'entreprises, c'était subi. Même si c'était voulu, mais pour reprendre la conversation que j'ai eu avec un entrepreneur qui a lancé sa boîte il y a 2 ans, il me disait, moi, je considère que pour lancer la boîte, au départ, quand je crée des équipes, il faut vraiment qu'ils soient en physique avant de les avoir en remote, parce que sinon, j'arrive pas à avoir une bonne culture d'entreprise. Comment fait-on pour créer une bonne culture d'entreprise quand tous les gens sont en remote, même si c'est le remote first, hein. Nous, alors... Petit truc, on les fait venir tous en physique quand même 1 semaine pour l'onboarding à Paris. Okay, donc et ensuite, ils viennent tous les 2 mois pour quelques jours à Paris pour créer du lien social. Après, le rôle clé pour créer la culture d'entreprise, créer l'empathie, créer le sentiment d'urgence pour des gens en remote, c'est celui du product manager. Ouais. C'est qu'on a des petites équipes. En gros, un product manager avec 4 ou 5 développeurs. Et c'est au product manager, qui est le mini CEO, d'animer son équipe, de les aligner sur des cycles, etc. Et c'est comme ça que eux, ils vont créer de l'empathie pour les utilisateurs. Voilà. Donc c'est vraiment sans product manager, on est mort, quoi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a une rétention exceptionnelle des talents. On paye, je pense, beaucoup moins cher parce que pour le coup, on paye la même chose partout dans le pays. Ouais. C'est par pays, mais on paye partout la même chose en France. Je pense qu'à Paris, on n'est peut-être pas forcément ultra compétitif. Par contre, si tu habites à la campagne en France, on est très compétitif. Et après, un des trucs qui, moi, m'a marqué, c'est que beaucoup des talents qu'on a embauchés en remote étaient déjà en remote avant. Pas mal, notamment dans le reste de l'Europe. Les boîtes américaines, elles avaient déjà beaucoup fait appel au remote, notamment en Pologne, en Roumanie. Et les gens qu'on a embauchés là-bas, ils avaient vraiment l'impression d'être la dernière roue du carrosse des Américains. Et chez nous, ils sont au même niveau que... Oui, avec un plus, une différence, le time horaire. Pas de problème de time zone. Ils viennent tous les 2 mois à Paris. Ils savent qu'ils ont un super salaire. Ils savent qu'ils ont les mêmes chances d'être promus que le français ou n'importe qui. Et donc ça, je pense que eux, on arrive à beaucoup les fidéliser parce que on leur offre beaucoup mieux. Et c'est des gens qui savaient déjà faire du remote, quoi. Et quelque part, tu disais, aujourd'hui, on a quasiment la moitié de la boîte qui est tech, en tout cas qui est dans le produit. Demain, avec la croissance, c'est aussi un métier de commercial, parce qu'il faut convaincre, votre croissance de chiffre d'affaires va dépendre de l'utilisation massive par les experts comptables et la démultiplication du nombre de dossiers qui est sur cette base. Mais quelque part, ça veut dire que vos commerciaux vont... le nombre de commerciaux va augmenter ou... Pas beaucoup. Ou peut-être le côté indirect va prendre le relais. La beauté de notre business, l'expert comptable, qu'est-ce qu'on lui vend ? On lui vend un gain de productivité. C'est très, très, très dur de rattraper, encore une fois, toute la profondeur fonctionnelle de CJ, de Sage, etc. Par contre, une fois que tu as rattrapé le gain de productivité, tu vas faire amener un gain de productivité significatif. Si tu parles à BDO, on parle de 20 à 30% de gain de productivité. Et surtout, ce gain de productivité, il impacte directement la bottom line d'un cabinet comptable. D'accord. Un cabinet comptable, si son collaborateur il est 20 à 30% plus productif, il peut gérer 20 à 30% de plus de dossiers. Direct, c'est plus rentable, quoi. Et du coup, on est dans un marché où c'est très très dur de rattraper le legacy. Par contre, le jour où tout le monde dans le marché est d'accord sur le fait que ça y est, on est plus productif, là, le marché il peut flipper très 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 vite. C'est le cas avec Silae sur le paye. Bien sûr, Silae, le jour où ils se font racheter par Silver Lake, ils ont pris 40-50% du marché des experts comptables, 4 commerciaux. Oui, donc les après, gens te racontent, les cabinets, ils faisaient la queue devant la boutique Silae en disant déployez-moi, quoi. Parce que c'est un petit monde, les experts comptables. Encore une fois, c'est binaire. Tu peux pas mentir à un collaborateur comptable sur est-ce que je te rends plus productif. Tu peux pas faire du marketing. Il va l'utiliser, il va toujours le tester. Il va l'utiliser pendant 8 heures par jour. Au bout d'un mois, il va te dire je gagne du temps ou je gagne pas de temps. Tant qu'il dit je gagne pas vraiment assez de temps, il va dire on reste en test, on attend avant de déployer. À partir du moment où c'est bon, là après c'est boule de neige, quoi.
Donc là, on est sur l'axe expert comptable et puis tu as l'axe PME, TI où j'imagine, là, tu as moins l'expert comptable et du coup, ça nécessite d'avoir... Alors, je sais qu'il y a eu un débat à un moment donné chez Pennyline. Est-ce qu'on passe par des intégrateurs ou pas des intégrateurs? Parce que c'est un peu le modèle assez traditionnel des leaders du logiciel comptable. Donc là, vous avez pris le pli d'aller vers des intégrateurs, si je ne me trompe pas. Ouais. Et du coup, là, c'est un autre marché que vous attaquez en fait différemment. Nous, on estime qu'on est profondément indirect. Notre job, c'est de faire du software. Et donc, effectivement, sur la clientèle TPE, on bosse avec les experts comptables. Et sur la clientèle PME, on bosse avec les experts comptables et avec des intégrateurs. Okay. Tu as de plus en plus aussi de cabinets d'expertise comptable qui rachètent des intégrateurs ou qui lancent une fonction intégrateur. Et on est convaincu qu'avec la facture électronique, tu vas avoir de plus en plus de PME qui vont peut-être réexternaliser leur tenue comptable à un cabinet et que le point d'entrée pour le cabinet, ça va être « je te déploie Pennyline qui me permet d'opérer pour toi ta compta et ta gestion ». Et du coup, effectivement, les intégrateurs, c'est souvent des gens qui installaient des solutions de compta historiques comme Sage et qui maintenant se mettent aussi à déployer du Pennyline. Et du coup, aujourd'hui, donc, dans ce que vous êtes aujourd'hui, la part de vos clients qui passent par les experts comptables, on parlait tout à l'heure de nombre de clients touchés, c'est majoritairement via l'expert comptable? 95%. D'accord. Et donc, j'imagine que dans la stratégie, c'est une forme de rééquilibre pour avoir, au fur et à mesure, un peu plus de PME, de TI, ou vous allez... c'est quoi le... Alors, pardon, sur le segment TPE, oui. 95, donc moins de 15-20 salariés, 95% des clients sont via les experts viennent comptables. Des experts comptables. Logique. 5% viennent nous voir en direct. Okay. Et la seule raison pour laquelle on laisse ce robinet ouvert, c'est que ces gens-là, ils nous disent, on leur dit, invite ton expert comptable, parce que c'est comme ça que tu vas avoir toute la valeur de Pennyline. Un canal d'acquisition. Et nous, ça nous ouvre les portes d'autres cabinets qui derrière disent, peut-être que je vais le mettre à tous mes clients. Ça, c'est pour la TPE. Pour les PME, aujourd'hui, c'est 40% vient des experts comptables. Et notamment les gros cabinets qui ont des clients en révision, qui sont des PME. En fait, ils se disent, aujourd'hui, je suis en aveugle. Ce qui se passe chez mon client pendant toute l'année, je vois pas trop. Et donc, je peux pas venir lui vendre des missions de conseil pendant toute l'année. Alors que si j'équipe mon client de Pennyline, je vais avoir un pulse tous les mois et je vais pouvoir identifier d'éventuels conseils que je peux lui donner. 50% des PME viennent en direct. Donc, elles ont entendu parler de Pennyline. Souvent, ce qu'elles cherchent, c'est un outil de compta cloud. Il faut avoir en tête que les outils de compta historique PME, c'est du on-premise. Ça veut dire, dès que tu veux faire du télétravail, c'est galère. Le dirigeant, et souvent, on a une licence. Donc, c'est le comptable qui l'a, mais le dirigeant, s'il veut voir quel est mon encours client, il peut pas. Il doit demander au comptable de lui imprimer la balance client, ce genre de choses. C'est vraiment... c'est la base, c'est un outil comptable moderne, fiable, cloud-based, avec un peu de finance, typiquement la fonction achat, procurement un peu, éventuellement un peu des cartes pour faire de la note de frais, ce genre de choses. Et donc 50% qui viennent comme ça en direct et 10% via les intégrateurs. Okay. Et on est en train d'investir massivement sur ce segment intégrateur pour que les intégrateurs aient la volonté de migrer leurs clients de solutions historiques sur les notes. Pour finir, il y a une partie on l'a évoqué tout à l'heure dans la venue de Sequoia, ses capacités à trouver la bonne entreprise qui deviendrait leader européen. Donc, de facto, se pose la question de l'étape d'après. Aujourd'hui, vous êtes très France. Uniquement 100%. Uniquement France, voilà. Et donc, j'imagine que dans l'étape d'après, c'est d'aller attaquer les autres marchés en répliquant, en fait, d'un point de vue produit, il y a toute une partie qui est réplicable, la partie gestion et la partie, j'imagine... spécifique, fiscale et locale qui est à refaire. Donc, du coup, quel est le pays que vous visez, en fait, dans les prochaines années, ou peut-être que tu as une date en tête pour un pays donné? Donc, nous, l'objectif, c'est effectivement d'être en Europe continentale. Okay. Parce que si on va au Royaume-Uni ou aux États-Unis, le delta qu'on amènera versus QuickBooks ou Xero est faible. Ouais. Donc, on ne pense pas que les gens, beaucoup, switcheront. Alors qu'en Europe continentale, tu as à chaque fois dans chaque pays un acteur legacy. C'est Cegid en France, Datev en Allemagne, Exact au Benelux, etc. Et où on amène une vraie forte différenciation. Donc, le but, c'est d'aller en Europe continentale. Ce qu'on ne veut pas, c'est se brûler les ailes. Le marché est très, très profond dans chaque pays. Ouais. Donc, nous, on estime qu'en France, le marché prenable à relativement court-moyen terme, il est d'à peu près 2 milliards d'euros par an. Rien que ça. Donc, on veut déjà bien réussir la France. Et par contre, comme tu as la facture électronique qui arrive un peu partout en Europe, c'est un levier d'accélération de business pour nous assez significatif parce que ça force un cabinet d'expertise comptable à se poser des questions sur comment mon business model à moi en cabinet va évoluer
avec la facture électronique, comment je vais être en mesure de proposer de nouvelles missions à mes clients pour compenser la baisse éventuelle d'honoraires sur la partie saisie. Et du coup, c'est le moment pour nous de se positionner. Et donc, on veut pas trop tarder pour pas rater la vague facture électronique. Qui a été repoussé d'1 an, du coup, vous avez un peu plus de temps. En France, mais dans d'autres pays, les autres pays sont plutôt en retard. Alors, tu as l'Italie qui est en avance, parce qu'ils ont pris avant. Par contre, Allemagne, Belgique, qui sont plutôt en retard par rapport aux Français. Et donc, les pays que je regarde actuellement, c'est plutôt effectivement Allemagne, Belgique, dont je vais te parler, avec un dilemme de est-ce qu'on va direct sur l'Allemagne, qui est le Graal, avec un acteur qui fait 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires, Datev. Si tu vas sur Datev, ça a l'air très vieux, mais extrêmement complet, 80% de part de marché. Si tu as fait de la compta en Allemagne en étudiant, tu as appris Datev, quoi. Mais il y a de la demande. Les experts comptables allemands, belges, ils nous contactent en disant quand est-ce que vous lancez dans mon pays. Donc, soit ça. Après, en se disant que sûrement que pour aller en Allemagne, tu dois effectivement refaire l'alias fiscale allemande et tout. On en a pour 2 ans. Ouais, c'est sûr. Et donc, dilemme entre direct aller sur l'Allemagne ou essayer de prendre un plus petit marché, mais qui est peut-être plus simple. Par exemple, la Belgique, où tu as notamment des acteurs qui font de la fiscalité un peu par API. Donc, peut-être que tu peux lancer un MVP plus rapidement et du coup te confronter plus vite et apprendre plus vite ce que tu dois localiser quand tu vas à l'étranger, quoi. Ouais, avec une Allemagne, mon expérience me fait dire que c'est jamais si simple, c'est jamais aussi carré qu'on pense. On a toujours l'impression que l'Allemagne, les gens sont hyper carrés. Bon, dans le digital, on se rend compte que c'est clairement. Moi, ma mère est allemande, je connais un peu, j'y ai été chaque année, mais c'est clairement c'est un défi énorme. Après, c'est high risk, high return. Bon, de toute façon, c'est un marché tellement intéressant que forcément, il faut le regarder. Et la vision, c'est que si tu arrives à faire le leader européen, c'est une boîte qui, a priori, peut faire entre 10 et 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, au moins. Et du coup, une boîte qui peut valoir beaucoup de sous, quoi. Et on est très excités, à la fois par cette partie expansion et aussi par l'expansion des services que tu peux offrir. Nous, la vision, c'est vraiment qu'avec la facture électronique, comme je te le disais, l'expert comptable va faire moins de compta, va faire plus de conseils. Et donc, nous, on estime qu'on construit de l'infrastructure qui fait que qui va aider le cabinet de demain à opérer son nouveau business model et à pouvoir proposer à ses clients un compte pro, du crédit, de la facturage, des solutions d'encaissement. Si je pousse le trait vraiment très loin, peut-être que demain, ton expert comptable, il te donnera une marketplace pour mieux acheter ton café si tu es restaurateur, qui se rémunérera un petit peu sur le fait que tu as acheté un peu de café via lui, via sa reco, quoi. Ouais, moi, je pense que même demain, peut-être que la tenue comptable ne sera plus facturée et que ce sera le conseil autour qui sera... Parce que la valeur, finalement, elle ne sera pas dans la data, mais dans la compréhension, l'analyse de la data et ce qu'on peut faire de la data. Donc, je pense que le métier va complètement changer et je partage... ta vision. C'est super. On arrive au terme de ce podcast. Merci beaucoup, Arthur, pour cet échange. À bientôt. À bientôt.